Bonjour à toutes et à tous, une émission très spéciale aujourd'hui, c'est le best-of du best-of de la saison 2 du best-of de Motor Life. Autant dire qu'on vous a réservé du lourd. Ouais, on va dire ça comme ça. A commencer par l'essai donc de la Triumph Truckstone, le petit coup de cœur de Maya Camus. Le poisson pilote, hein, ça c'est pour ceux qui nous suivent souvent. En ce qui me concerne, ça va se passer un peu plus loin, en Afrique du Sud, pour l'essai de l'Africa Twin de Honda, et beaucoup plus près aussi, puisque parmi les voitures marquantes de l'année, celles qui ont connu un franc succès commercial, le Renault Kadjar figure en bonne place. Si vous avez manqué cet essai, c'est l'occasion de refaire votre retard. Mais pour démarrer, à bloc d'ailleurs, direction le Castellet pour prendre le guidon de la Yamaha R1 et de sa version plus extrême, la R1M en compagnie de Philippe Monneret. C'est parti! Bienvenue sur Motor Live, aujourd'hui à l'essai de Yamaha R1, la version standard et une version un peu plus aboutie, notamment au niveau des suspensions, des suspensions qui sont pilotées électroniquement. Et puis aussi sur cette machine, beaucoup de pièces en carbone et un réservoir en aluminium. On va déjà rouler avec cette version standard. C'est parti! C'est quand même une moto hyper sophistiquée en termes d'électronique, en termes de puissance, c'est la même. La différence entre la M et la version standard avec laquelle je roule, c'est le pilotage automatique des suspensions. On est sur une machine typée route, déjà avec les pneus, et puis aussi j'ai les rétroviseurs et la plaque d'immatriculation. Sur circuit, le but c'est de passer le plus vite possible devant le radar, et sur la route on reste tranquille. Yamaha a occulté au maximum les phares avec juste une ligne de LED et simplement deux feux lenticulaires installés très bas de part et d'autre de la prise d'air. Avec sa bulle aérodynamique, la R1 gagne en pénétration dans l'air et ressemble diablement à la M1 de MotoGP. Autre surprise avec une selle complètement ajourée pour servir d'aileron et de stabilisateur. Le moteur 4 cylindres de 998 cm3 reçoit le calage crossplane très particulier, des bielles titane, rares sur des motos de série. Une culasse haute compression, une boîte à air de 10,5 litres pour gérer l'admission dynamique d'air forcé, et pour finir, le bloc Yamaha rugi via un échappement intégralement réalisé en titane. C'est une machine très étroite cette Yamaha, c'est vraiment une toute petite moto. Alors bien sûr, cette machine était développée par Valentino Rossi, énorme champion. Position extra sur cette machine. La particularité déjà de cette R1, c'est le moteur, le calage moteur, qui permet d'avoir beaucoup de coffres à bas régime, puissance qui arrive vraiment à partir de 8005. Ça ressort très bien des petits virages. Et puis surtout, ce modèle est bourré d'électronique, il y a tout. Au niveau de l'électronique de la R1 standard, donc vous avez 4 modes entièrement paramétrables. Le réglage des cartographies moteurs, réglable sur 4 positions pour avoir une moto plus ou moins douce ou plus ou moins brutale en fonction des conditions. Vous avez ensuite le traction control, réglable sur 9 niveaux. Vous avez ensuite le slide control pour le contrôle de la dérive latérale de la moto, qui est réglable sur 3 niveaux. Vous avez ensuite le quick shifter qui est réglable sur 2 niveaux. Le contrôle du wheeling, donc ce n'est pas un anti-wheeling, c'est vraiment un contrôle du wheeling qui va vous permettre de garder les gaz en grand. La moto va garder sa position sans se retourner. Les principales différences, si on commence par le châssis, sont les suspensions Öhlins. En temps réel, vous avez ajustement, compression et détente des suspensions à l'avant et à l'arrière. Par exemple, sur le circuit d'Eastern Creek en Australie, on a mesuré 40 settings majeurs par tour.
Les autres éléments au niveau du châssis, le réservoir aluminium avec une finition brute, ainsi que le bras oscillant. Donc ce sont exactement les mêmes sur la R1 standard, c'est uniquement la finition qui est différente. Au niveau de l'électronique, vous avez le pilotage des suspensions que vous pouvez venir régler au tableau de bord. Et donc vous avez 3 modes automatiques et 3 modes manuels fixes. Au niveau de la R1M, vous avez d'origine ce qu'on appelle le CCU, une centrale de mesure que vous avez embarquée sur la moto qui va vous permettre de faire de la télémétrie sur votre moto d'origine avec un système GPS. Vous l'avez donc d'office sur la R1M, mais vous pouvez l'acheter en option sur votre R1 standard également. Vous allez utiliser une tablette, par exemple Android ou Apple, ainsi que les applications gratuites en téléchargement libre, donc qui vous permettra de faire de la télémétrie embarquée, du chronométrage automatique, puis après analyser chez vous tranquillement vos données et essayer d'améliorer vos chronos. Ce qui est super agréable sur cette machine, c'est la poignée de gaz et la sensation qu'on a vraiment un énorme feeling entre la poignée de gaz et la roue arrière. Et ça, sur un circuit, c'est hyper important. Et puis bien sûr avec le plus de l'électronique qui permet de pallier parfois à une faute de pilotage, notamment quand on accélère sur l'angle. Il n'y a pas grand-chose comme différence entre la M et la version standard. À part la gestion des suspensions, on voit vraiment que cette gestion électronique des suspensions, ça optimise la tenue de route, c'est incroyable, la précision, la rigidité, la facilité. Tout est paramétré, tout est paramétrable, on fait vraiment ce qu'on veut. Il faut être un petit peu calé en ordinateur, ce qui n'est pas forcément mon cas. Mais bon, il y a un mode pour les vieux pilotes où tout est réglé d'avance. Cette machine, elle dispose d'un launch control. Ça veut dire que la gestion pratiquement automatique du départ. Je vais l'enclencher. Comment ça marche? Je débraye, j'enclenche ma première, je mets à fond, ça se met à 10 000, et là je contrôle avec l'embrayage. C'est pas mal. Beaucoup de coffre déjà à régime. Et avec l'anti-wheeling, on laisse à fond. On reste longtemps à plus de 300 km/h pour après aborder le virage de Signe et puis le double droit du Bosset, le virage ultra technique, et là ça accélère. Machine qui est très vive sur les changements d'angle, c'est un vélo, elle est très étroite en plus au niveau du réservoir et de la selle, on bouge très facilement sur cette moto. Vraiment à bas régime ce moteur, il est très coupleux, ça vaut vraiment même le coup de passer un rapport au-dessus pour avoir de l'allonge. Au niveau des freins, quand on freine de l'avant, on sent que c'est couplé avec l'arrière. Donc vous avez d'office sur cette moto, sur les deux versions, l'ABS, donc un ABS couplé avant-arrière, donc qui mesure en temps réel l'angle de la moto, qui va vous permettre de distribuer le freinage entre l'avant et l'arrière dans vos phases d'entrée en courbe. Cet ABS n'est pas déconnectable. Il n'y a pas grand chose d'écart entre les deux machines, entre la M et la standard, mais quand même, au niveau sensation, on sent vraiment qu'on a une moto beaucoup plus précise avec la version M, avec justement ces suspensions pilotées qui optimisent vraiment le réglage idéal dans chaque virage, à peu près 40 fois partout. C'est incroyable. Donc on a une machine très aboutie en termes d'électronique. En termes de moteur, c'est sensiblement pareil.
on sent beaucoup plus le frein couplé sur la version standard. Mais bon, c'est vrai que si vous n'êtes pas à 4000 € près, ça vaut le coup d'avoir la vraie machine de course. On a l'impression qu'on est sur une machine de course, hein. Le réservoir alu, tout carbone, c'est une machine extrêmement jolie, extrêmement compacte. On a l'impression qu'on est Valentino Rossi quand on roule. Et c'est la machine avec laquelle s'entraîne Valentino Rossi à Misano toutes les semaines. Dans la famille Bonneville 2016, nous demandons la Street Twin. Plus accessible à tout point de vue que les nouvelles T120 et Truxton, c'est celle qui reste la plus proche du précédent millésime. Pourtant, tout a changé, grâce à une savante recette relevant les saveurs du passé d'une bonne louche de modernité. On apprécie d'emblée la qualité de finition que Triumph a exigée en standard. Un joli feu à LED fait bien sûr son apparition à l'arrière, et l'on découvre au fur et à mesure tous ces petits détails qui font la différence. Les supports aluminium du phare où trône le logo Triumph, les rétroviseurs bimatières, la selle marquée à l'arrière ou encore le boîtier d'injection façon carbu. Les stigmates de la modernité sont bien dissimulés. Le radiateur compact ne se fait pas remarquer et aucune durite disgracieuse ne vient perturber le regard. Les ailettes des cylindres sont bien sûr conservées, les collecteurs d'échappement suivent toujours le même chemin malgré l'imposant catalyseur par lequel ils passent sous le moteur. La serrure escamotée du bouchon de réservoir qui reste tout de même vissée. Réservoir d'ailleurs affiné qui a perdu 4 litres de contenance, 12 litres au lieu de 16 par rapport à la précédente. Signalons la présence d'une prise USB sous la selle, une seconde étant disponible en option guidon et 2 leviers réglables. Sous les yeux, un unique et beau compteur de vitesse analogique, plus un écran numérique avec de nombreuses infos que l'on fait défiler par un bouton à main gauche. Rapport engagé, conso moyenne et instantané, jauge de réservoir et témoin de réserve, horloge, 2 tripes partielles, tout y est. Et désormais les témoins d'ABS et d'antipatinage, celui-ci pouvant être déconnecté grâce au même bouton. Alors ce qui est flagrant sur la nouvelle Bonneville, c'est qu'elle est vraiment pas haute, 750 mm à peu près, et donc vraiment tous les gabarits là auront les pieds bien à plat par terre. Le guidon tombe bien sous les mains, les jambes sont un petit peu repliées, on n'est pas du tout sur l'avant, même si la position est un petit peu plus sur l'avant que la précédente Bonneville. Enfin une position décontractée, elle n'est pas très lourde non plus. Fait 197 kg à sec. C'est vrai qu'on sent plus trop le poids une fois qu'on a démarré. Après, dans les petits enchaînements de virages, on le sent quand même un petit peu. Et puis, avec un train avant un petit peu lointain. Petit détail à noter au niveau de l'ergonomie, c'est qu'on a les genoux un petit peu dans le haut des cylindres. Et puis, le moteur chauffe un peu, mais bon, rien de dramatique. La Bonneville 2016 se voit dotée des dernières technologies. Anti-blocage et contrôle de traction, mais aussi accélérateur électronique, ride-by-wire et embrayage assisté anti-dribble. Cela permet de profiter pleinement du tout nouveau bicylindre parallèle, 900 cm3, refroidissement liquide, 4 soupapes, Euro 4, et il retrouve le calage à 270 degrés des premières Bonneville au lieu du 360 degrés de la nouvelle génération des années 2000. Avec 40,5 kW, il perd 10 kW par rapport au précédent 865 cm3, mais il offre plus de couple et surtout disponible dès les bas régimes avec 80 Nm à 3230 tours minute. Et c'est pourquoi elle s'appelle Street, cette Street Twin. Elle a vraiment un moteur qui donne tout à bas et à mi-régime. On ne lui fait pas prendre trop de tours, ça sert à rien. Sur route, quand on enroule, c'est pas mal aussi. Bon, peut-être on aurait aimé avoir un 6e rapport pour avoir
2-3 premiers rapports un petit peu plus courts et avoir un petit peu plus de gouache. Mais ça c'est un détail en fait parce que ce qu'on apprécie vraiment c'est le couple qui arrive tôt et dont on profite tout de suite. Question freinage, c'est pas mal, l'arrière est assez efficace, l'avant un petit peu mou, mais nettement suffisant en tout cas pour cette moto. Et puis n'oublions pas qu'on a aussi l'anti-patinage, ça c'est toujours bien sur le mouillé. L'anti-patinage il ne se déclenche pas non plus de manière trop intrusive, c'est comme l'ABS d'ailleurs, il est assez soft. Côté confort, les suspensions sont plutôt souples. Après, en route, elles sont pas hyper rigoureuses non plus. De toute façon, on sent que c'est pas une moto sportive. Donc, quand on hausse le rythme, ça gigote un petit peu. Puis le fourche arrive vite en butée. On n'a pas un gros débattement. Mais en tout cas, c'est confortable. Et la selle aussi, d'ailleurs, est très confortable. Par rapport à la précédente Bonneville, si le cadre reste confié à un simple berceau acier, l'empattement est réduit à 1439 mm au lieu de 1490, la jante avant passe en 18 pouces au lieu de 17 et le pneu arrière en 150 mm au lieu de 130. Les pneus Pirelli Phantom Sport Comp lui vont bien avec un look rétro mais une technologie moderne et permettent de profiter de la garde au sol convenable pour le genre. Côté frein, nous avons toujours un disque avant de 310 mm pincé par un étrier 2 pistons et 255 mm à l'arrière avec un simple piston. Ce qui est sympa, c'est que comme on a fini cette présentation à la nuit tombante, on voit le beau rétroéclairage du compteur, blanc sur noir, super classe. Donc en ville, c'est vraiment un moteur agréable. Et ce qui est bien aussi quand on roule en ville, c'est d'avoir cet embrayage assisté avec un levier super souple. On ne le sent plus en fait. En revanche, ce qu'on sent un petit peu plus, c'est la boîte un petit peu dure, peu bruyante. Bon, on s'y fait. La ville, la nuit, ma bonne ville, je suis heureuse. Vous avez aimé la Bonneville, vous allez adorer la Street Twin. Elle a su conserver les petits défauts du genre qui en font tout le charme et en même temps, elle a progressé à bien des égards sans que son tarif en pâtisse. À 8 900 €, elle est même moins chère de 90 € que le précédent millésime et devrait être également disponible pour les permis à deux. Un atout de plus pour permettre aux délicats flemmes britanniques de résister face à l'exubérante concurrence italienne. Honda ne l'avait pas renouvelé depuis de nombreuses années. 2016 marquera le retour de l'iconique Africa Twin. Et c'est en Afrique du Sud que le constructeur nous a conviés pour un essai placé sous le signe de l'aventure. Si elle s'inspire clairement de son illustre ancêtre, la nouvelle Africa Twin abandonne son V-Twin de 750 cm3 pour un bicylindre parallèle de 998 cm3 hyper compact, qui permet d'une part d'améliorer la centralisation des masses, mais aussi d'affiner l'arcade de la selle. On est très bien installé sur cette moto. Ça peut paraître un petit peu haut comme ça, alors donc j'ai baissé quand même un petit peu la hauteur de selle pour être un petit peu plus à l'aise quand je pose les pieds au sol. C'est très moelleux comme selle, l'amortissement est très souple lui aussi pour le moment, j'ai pas fait de réglage du tout. Les bras sont très écartés évidemment pour avoir plus de maniabilité. Vraiment ce qui prédomine c'est cette sensation d'être à l'aise et d'avoir beaucoup de liberté de mouvement en fait sur la moto. C'est parfait, tout tombe sous la main. Pour le moment rien à dire. Le constructeur japonais a réussi à concevoir une machine proche de la première Africa Twin dans l'esprit, sans faire l'impasse sur les technologies modernes essentielles. Le meilleur exemple, c'est la possibilité de déconnecter l'ABS de la roue arrière seulement.
ou de choisir le niveau d'intervention du traction control. Elle conserve le côté joueur et passe-partout d'une TT tout en proposant des prestations routières de premier ordre. Énorme nouveauté sur l'Africa Twin, elle est proposée avec une boîte manuelle 6 vitesses traditionnelle, mais il est aussi possible d'opter pour une boîte automatique à double embrayage DCT. Sur route, elle devient alors une véritable moto touring. Les commodos de la version DCT intègrent les boutons de contrôle de la boîte auto en plus de ceux qui permettent de naviguer dans les menus de l'ordinateur de bord très complet. De simples boutons placés à droite des deux écrans LCD permettent de couper l'ABS arrière ou de passer en mode gravel si l'on a opté pour la boîte auto. En revanche, qu'elle soit équipée d'une boîte mécanique ou automatique, l'Africa Twin propose des projecteurs, des clignotants ainsi qu'un feu arrière full LED et un pot d'échappement inox à double chambre à la sonorité très travaillée. Sur route, alors une fois lancé, ce qui est très intéressant, c'est cette sensation d'être sur un rail. Vraiment, alors qu'on a une route 21 pouces à l'avant, ça reste très maniable tout en étant relativement doux sur les changements d'angle. Dans les virages relativement serrés, alors il ne faut pas s'étonner d'avoir une légère entame de glisse sur le pneu arrière dès qu'on accélère un petit peu trop fort. Mais globalement, c'est vraiment très sain, c'est très bien équilibré et on peut imaginer rouler très vite. D'ailleurs, on s'en est pas privé puisqu'on nous a gentiment fermé les routes. On a quand même fait des pointes à 225 km/h avec vraiment un sentiment de plaisir et de stabilité. Lorsqu'on est à 160, 170, on sent vraiment c'est sa vitesse de croisière. Alors c'est là que la boîte DCT prend tout son sens, parce que finalement lorsqu'on est en mode touring comme ça, on n'est pas sans arrêt en train de rentrer les rapports et autres. Et puis c'est très pratique, dès qu'on revient en ville, on n'a plus rien à faire. C'est vraiment cette sensation d'être pratiquement sur un scooter, faut le dire. Et c'est très agréable, il faut quand même le reconnaître, ça fonctionne très bien. Et puis ce moteur est vraiment très agréable, il envoie de façon très linéaire, on se sent pas du tout surpris, on n'est jamais surpris par ce moteur à vrai dire, c'est très sécurisant. Le bicylindre parallèle, calé à 270 degrés et équipé de culasse Unicam 4 soupapes, est très inspiré de celle qui équipe les CRF 400R. Il développe une puissance contenue à 95 chevaux à 7500 tours minute qui le rend exploitable en toutes conditions. Quant au freinage, il est confié à l'avant à 2 étriers radio à 4 pistons qui mordent des disques dentelle flottants de 310 mm de diamètre. À l'arrière, un étrier simple piston et un disque de 310 mm équipent l'Africa Twin. Un deuxième étrier prend place sur la version DCT, équipée de série d'un frein de parking. La fourche inversée et le combiné arrière Showa à grand débattement, 230 mm à l'avant et 220 mm à l'arrière, sont intégralement réglables en précharge, détente et compression pour s'adapter au mieux aux conditions de roulage. Moi j'apprécie beaucoup le freinage, dès qu'on commence à rouler un petit peu fort c'est important. Et là honnêtement c'est un freinage qui est très rassurant. Il y a une grosse attaque sur le frein avant. Alors évidemment il y a un transfert de charge qui s'opère. En l'occurrence si on met vraiment du frein arrière en début de freinage, on assoit bien la moto. Il n'y a pas de problème, le transfert est vraiment très bien maîtrisé par la fourche Showa. No problème vraiment. Mais ce qui a fait la réputation de l'ancienne Africa Twin, c'était sa capacité à sortir des sentiers battus. Parce que son cadre et ses jantes sont très inspirés de la CRF 450R, l'Africa Twin version 2016 ne déroge pas à la règle, y compris lorsqu'elle est équipée de la boîte DCT. Voilà, dès qu'on commence à sortir un petit peu des sentiers battus, on se sent tout de suite à l'aise en fait, même si on n'est pas un grand pratiquant comme moi des parties off-road, c'est assez sécurisant, il suffit de se mettre un petit peu debout et puis ça va tout de suite mieux, on juge un petit peu mieux de ce qui se passe devant et là d'un seul coup on commence à prendre du plaisir, y compris avec la boîte DCT, dès que ça monte, dès qu'on est un petit peu à la caisse, on se concentre un petit peu sur ce qui se passe devant, ça déleste un petit peu de ce poids de l'embrayage et du bon rapport absolument. On se met en mode gravel, c'est-à-dire en mode gravier, et puis on a l'impression qu'on peut passer partout. D'ailleurs, les meilleurs d'entre nous passeront partout, ça c'est sûr.
Après, en boîte manuelle, forcément, c'est peut-être réservé à ceux qui sont déjà très aguerris, qui vont pouvoir y trouver beaucoup plus de plaisir encore qu'avec la boîte automatique. Mais c'est un petit peu la même remarque qu'on pourrait faire sur la route, hein. Moi, je suis assez convaincu par cette moto en off-road, notamment par l'amortissement qui est vraiment excellent. Ça avale absolument toutes les irrégularités du terrain. Il manque peut-être un petit peu de pêche, par exemple, pour se mettre un petit peu en roue arrière pour passer un obstacle. Mais bon, c'est juste une question de pratique en réalité, plus que la moto qui n'est pas capable de le faire, hein. Moi, c'est une moto qui m'impressionne vraiment pour sa polyvalence, en fait. Si son pare-brise était réglable, et si elle avait été équipée d'origine d'une béquille centrale, elle aurait pratiquement pu faire un sans faute, car elle s'avère tout de même assez onéreuse à l'achat. Si son prix d'entrée de gamme, fixé à 12 999 €, ne semble pas déraisonnable, pour rouler en Africa Twin toute option, soit doté du pack expédition, il faudra alourdir la facture de plus de 2 600 €. Et encore 1 000 € de plus pour la boîte automatique, soit plus de 16 600 € en tout. L'aventure met en classe à faire. Renault Kadjar, son nom sonne comme un cri de guerre, et c'est bien d'un esprit guerrier dont le nouveau crossover aux losanges aura besoin pour s'imposer sur un marché très concurrentiel et qui compte déjà quelques stars. À commencer par le Nissan Qashqai, dont il partage la plateforme. On ne change pas une équipe qui gagne, le style du Kadjar répond en tout point à celui initié par la Clio 4, mais aussi par l'espace. En clair, c'est un Capture XXL. Le Kadjar est doté d'une identité lumineuse reconnaissable au premier regard, baptisée C-Shape par Renault. Des LED forment un C autour des projecteurs qui peuvent être full LED en option. À l'arrière, des épaules musclées lui donnent de l'assise. Les feux arrière à effet 3D semblent affirmer que le crossover Renault n'a pas fait l'impasse sur les technologies embarquées. Globalement, il en impose. Ça, c'est la clé pour rentrer dans le Kadjar. C'est un bel objet, il suffit d'appuyer sur un petit bouton. C'est parti. Une fois à bord, on la pose. On regarde, la position est plutôt bonne, le volant est agréable. Il y a des petits repose-pouces, un petit mets-plat, c'est assez sportif. Du chrome qui encercle un petit peu les aérateurs. Tout semble assez pratique, assez bien placé. Vous avez cet écran tactile Airlink 2 qui fait que il y a très peu de boutons sur la planche de bord de cette voiture. Ce système Airlink 2 rassemble toutes les informations de la voiture dans un écran tactile capacitif de 7 pouces particulièrement réactif. On a également apprécié la possibilité de modifier l'ambiance du tableau de bord. Il est possible de changer la couleur et le style du compteur suivant son humeur. En matière de technologie embarquée et d'assistance à la conduite, le Kadjar fait le plein même s'il faut parfois en passer par la case option. On notera par exemple la disponibilité de l'Easy Park Assist qui permet de garer sa voiture de façon pratiquement tout automatique en bataille, en épi ou en créneau. Elle peut même sortir toute seule ou presque d'une place de stationnement en créneau. En termes de motorisation, Renault propose 3 blocs. Un moteur essence, l'Energy TCE 130, et 2 diesels. Un Energy DCI 110 qui peut recevoir au choix une boîte manuelle 6 vitesses ou une automatique à double embrayage EDC. Et enfin, l'Energy DCI 130 qui peut, comme ici, recevoir une transmission intégrale All-Mode 4x4i. Alors la grande force de ce genre de véhicule, c'est effectivement cette position très haute qui fait qu'on voit très bien, on voit très loin. Et puis aussi, c'est ce confort en fait, hein. Alors ça ne provient pas particulièrement des suspensions, parce qu'elles sont un petit peu raides, ça évite d'avoir du roulis dans les virages, ça c'est plutôt bien. En revanche, les fauteuils sont très confortables, ce qui fait qu'on est plutôt à l'aise, on est plutôt bien, même quand ça commence à gigoter un petit peu. Là, on est dans la version DCI 130, donc on a un moteur qui est assez volontaire, qui reprend dès les bas régimes, suffisamment couplé pour emmener ce Kadjar. C'est assez péchu. En revanche, pour un moteur diesel, il n'est pas si bruyant que ça. Puis la voiture est plutôt bien insonorisée, surtout en ce qui concerne les bruits de roulement. Alors l'intérêt d'un crossover comme ce Kadjar, c'est évidemment la capacité de chargement du coffre et puis sa modularité. En termes de chargement, ici on a un petit peu plus de 500 litres dans cet état. Et puis il suffit de retirer la plage arrière. Hop. Et là vous vous retrouvez avec ces petites plaques, c'est ce double fond. Là vous vous rendez compte, il y a encore un petit peu plus de place. Et ce qui est sympa,
c'est qu'on peut segmenter en fait l'intérieur du coffre avec les plaques pour réserver par exemple des choses et éviter que ce que vous avez mis à l'intérieur du coffre se balade. Et puis ce qui est très très bien aussi, c'est ce système Easy Break, 2 petites tirettes. Et on a un break. Alors ça, si c'est pas simplissime. Et là, si vous rabattez le siège avant, vous avez quand même 1500 litres de chargement, ce qui est plutôt pas mal. De plus, le 4 peut tracter jusqu'à 1,8 tonne. On peut donc l'équiper d'un attelage escamotable pour tirer une remorque ou une caravane. En ce qui concerne l'habitabilité à bord, franchement, là, j'ai réglé le fauteuil pour moi. Vous voyez, j'ai quand même pas mal d'espace au niveau des genoux. Au niveau de la tête, c'est bien aussi. Et puis surtout, il y a ce toit panoramique. Quel bonheur! Beaucoup de clarté à l'intérieur de la voiture. Et puis, on peut observer le ciel, les oiseaux, je sais pas, la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Le bonheur, quoi. Il y a quelque chose qui est très intéressant aussi dans cette voiture. Ça se trouve ici. Vous avez 2 roues motrices, tout automatique, ou 4 roues motrices lock, c'est-à-dire permanente, qui permet de faire un petit peu de franchissement. Alors évidemment, pas du trail hein, non plus. C'est parti. Ça y est, on est dans la pampa. On va faire un petit peu de franchissement, enfin ce qui s'y apparente le plus en région parisienne, c'est-à-dire une belle balade sur des chemins. Des chemins parfois un petit peu mouvementés quand même. Hein. Même quand ça bouge un petit peu, même quand on est un petit peu malmené, disons, la suspension reste quand même assez agréable, en fait, souple. Alors il ne faut pas aller trop vite, parce qu'il n'y a pas un angle d'attaque ni un angle de sortie de franchisseur hein, pur. Donc il faut quand même y aller doucement, parce que sinon on va taper devant. La garde au sol n'est pas immense, elle est importante, mais elle n'est pas immense. Il faut aussi faire attention quand on passe dans de grosses ornières pour ne pas toucher le fond. Pour le reste, c'est vraiment, ça se conduit très facilement. Je me suis mis en mode 4 roues motrices permanente pour avoir le maximum de motricité possible. Ça devrait être utile parce qu'en fait là on va passer vraiment dans une énorme flaque. Voilà, toujours appuyer sur ce bouton. Et cette flaque, elle est quand même assez profonde. Voilà, on a posé la voiture dans le sol, dans le fond de l'eau. On va y aller doucement. Toujours, hein, quand on est en 4x4, toujours aller très très doucement. Voilà, on touche un petit peu, c'est normal. On est vraiment dans l'ornière. Hein. Là, on n'a pas tellement d'autre choix que de suivre. Parce que très clairement, hein, c'est un crossover. Ça veut dire qu'on est entre le 4x4, de vrais franchissements, qui peut faire du trial ou des choses comme ça, et puis la berline. Mais c'est passé. Là, franchement, je suis un petit peu surpris. Les tarifs s'échelonnent de 22 990 € à 33 800 €. Notre modèle d'essai, la version Edition One DCI 130, est proposé à 32 800 € hors option. Le Kadjar est donc globalement moins onéreux que son frère ennemi, le Qashqai. Alors, que les jeux commencent. C'est la fin de la saison 2 du Best of Motor Live. La bonne nouvelle, c'est que la saison 3 arrive. Ça marche un peu comme Game of Thrones, hein, vous voyez, hein, les méchants en moins. Enfin, on sait jamais. Allez, Luce. Luce. Eh, allez, Luce. Ou ça. Non je sais pas quoi, j'essaie de faire un truc et ça change là. Salut.